Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast, c'est le 5e numéro et c'est surtout le premier de cette nouvelle année, que dis-je, de cette nouvelle décennie. En ce début d'année, nous en profitons pour vous dresser un tour d'horizon des tendances du SEO pour 2020. Que faut-il faire ? Sur quoi faut-il focaliser son attention ? Ou encore comment bénéficier d'une visibilité dans les carousels déployés sur Google ? Et pour répondre à toutes ces questions, et bien plus encore, j'ai à mes côtés une équipe d'experts. Honneur aux dames avec toi, Géraldine, chef de projet et manager du pôle éditorial de WAM. Salut. Bonjour. Géraldine. Bonjour Nicolas. Ravi d'être là pour ce 5e WAMcast. À ses côtés, nous avons également Maxime, chef de projet SEO. Salut Maxime. Salut Nico, c'est mon premier également. Eh ben écoute, bonne chance. Merci. Et pour terminer ce rapide tour de table, on retrouve David qui a désormais une chaise à son nom. David, pour rappel, tu es le fondateur et dirigeant de WAM et notre pape du référencement. À nous, salut David. Hello Nicolas. Et justement David, on commence ce 5e WAMcast avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment les marques doivent envisager leur visibilité organique en 2020 ? Quels sont tes conseils ? Alors voilà une question bien dense là de bon matin, mais heureusement on a du bon café. Voilà ma proposition de réponse, en tout cas le point sur lequel je souhaite me focaliser sur 2020. Mon constat, c'est que la densité et la diversité des réponses proposées par Google pour les millions de questions posées chaque jour par les individus, d'un côté, et la baisse globale de l'espace dédié aux résultats organiques dits gratuits dans Google, de l'autre côté, amène nécessairement une réflexion plus stratégique et tactique pour les marques avant de se lancer. Je veux dire qu'il faut prendre plus de temps pour observer ce qui se passe, pour forger son plan d'action, puis l'enclencher. Voilà un peu pour poser le décor. Quelle question justement la marque doit-elle se poser en 2020 avant d'attaquer son plan d'action organique ? Alors, les questions suivantes, moi j'en ai noté trois piliers. C'est comment toucher ma cible, plus précisément à quel moment dans le cycle décisionnel, parce qu'on sait que les points de contact avec la marque durant ce qu'on appelle la customer journey de l'individu sont très nombreux. Et le cheminement qui mène à une décision d'achat ou de conversion est le plus souvent sinueux, pour pas dire chaotique. Le deuxième point, c'est avec quel message je capte l'attention, par quel format de contenu. Quel effort de contenu, autant qualitativement d'ailleurs que quantitativement. C'est d'ailleurs un point qu'on verra plus tard avec Géraldine. Et puis le troisième point, quelle expérience utilisateur proposer une fois sur le site. Finalement, comment mieux engager ce trafic vers ma marque. Et c'est là aussi un point qu'on abordera avec Maxime dans quelques instants. Ok, alors très bien pour cette vue de haut, mais comment est-ce qu'on peut s'y prendre concrètement ? Alors en 2020, si tu veux, pour le chapeau, le SEO doit entrer dans une ère résolument marketing. Je vais vous donner un exemple concret. On l'a dit, la densité des résultats de recherche de Google, l'évolution aussi de la physionomie de ces résultats, mais aussi la volatilité des internautes face aux réponses proposées, doivent amener la marque à ne pas seulement s'appuyer sur des croyances, ou l'expérience du passé, ou encore des études externes un peu génériques, faites par d'autres pour prendre ces décisions opérationnelles. Tu fais référence à l'étude faite par Rand Fishkin sur l'augmentation des demandes qui ne débouche sur aucun clic ? Ouais, notamment, oui, et c'est la plus connue, et qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Elle nous donne des repères chiffrés, qui a marqué tout le monde. Par exemple, 50% des demandes qui sont faites sur Google depuis le mobile, on se rend compte, ne débouchent finalement sur aucun clic. C'est plutôt pertinent, mais pour en tirer concrètement des actions pour la marque, c'est pas vraiment suffisant. D'autant que c'est une étude menée sur des millions de requêtes dont on ne connaît pas vraiment la nature, aux US, sur mobile, multisectoriel. On rappelle d'ailleurs que c'est Jumpshot, en fait, une filiale de Avast Antivirus, qui collectent les données des utilisateurs qui ont ça sur leur ordinateur par ce biais. Elles sont ensuite anonymisées, ils en tirent des analyses génériques. Donc certes, on en tire des enseignements, oui, mais on n'a pas vraiment plus d'éléments qui valident la fiabilité de l'étude pour ma marque dans mon secteur d'activité, tu vois. Donc j'ajoute en plus que sur ce type de méthodologie, le durcissement des règles RGPD, à mon avis, va sonner le glas de ce genre d'études externes. Ok, j'entends, mais on sait déjà faire des analyses avec les données de la Search Console, une plateforme qui mesure notamment les interactions des internautes avec les résultats présentés dans les résultats de Google.
Alors, tu as complètement raison, mais c'est là que ça devient intéressant, parce que moi, je pense que c'est indispensable, mais ça n'est pas suffisant. La data est indispensable, mais en fait, la data, elle est très souvent, et même complètement par nature, dénuée de contexte, elle est froide, et sans contexte, ça limite vraiment ton champ d'interprétation des comportements. Tu peux la rapprocher de certains événements survenus au cours du mois, comme l'effet de saisonnalité, par exemple, pour expliquer une hausse de trafic. Par exemple, tiens, c'était les soldes. Ou un événement survenu sur ton site et qui entraîne une baisse. Par exemple, le serveur était indisponible pendant une nuit. Ok, très bien. Mais ça ne suffit pas toujours à comprendre, pour comprendre les tractions ou au contraire, les vents contraires sur tes clics SEO. Car il y a aussi des causes exogènes qui ont un impact sur ce qui se passe sur ton site. Tu peux nous donner des exemples ? Oui, je vais vous donner des exemples récents. Par exemple, Google changeait visuellement ses résultats en mettant des favicons devant chaque résultat présenté à l'internaute il y a 2 semaines, AdWords compris. Puis les enlever une semaine plus tard. Ok, très bien, mais comment ça affecte finalement les clics des internautes pour les résultats organiques et pour ma marque ? Si tu es positionné en premier, en deuxième ou en quatrième, comment en tirer des enseignements ? Un autre exemple, assez récent aussi, celui-là, Google a supprimé la position organique, tu sais, dans les 10 liens bleus, si tu es déjà positionné en feature snippet, tout en haut, dans ces réponses rapides, au motif que cela faisait doublon. Donc, très bien, mais quel impact ça a sur mes clics au global et sur l'engagement des utilisateurs avec ma page ? Est-ce que c'est mieux pour moi ? Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il vaut mieux que je cède cet espace à un autre pour revenir dans les 10 liens bleus, parce que finalement, c'est plus cliqué ? Tu vois l'idée, la Search Console ne répond pas forcément à ces questions. La Search Console te dit seulement voilà le nombre de clics par URL et par date. À toi de les comparer, de les croiser et d'espérer qu'aucun biais ne vienne altérer ton analyse. Et comme tu as comme ça une dizaine de questions, des dizaines même, liées au changement de physionomie des résultats de recherche que tu peux te poser et qui finalement vont influencer positivement ou négativement les interactions des internautes avec les résultats de ta marque, auxquels les données seules ne répondent pas. Voilà mon point de vue. Ok, c'est plus clair, je comprends mieux. Mais aucune étude n'est parue sur le sujet à ce jour ? Alors justement, là aussi, il y en a très peu. Pendant longtemps, je pense que ça va parler aux vieux SEO qui nous écoutent, c'est que pendant longtemps, la communauté SEO s'est appuyée sur des études, même d'il y a 6-8 ans ou plus, pour expliquer la notion de triangle d'or, le fait que les internautes cliquaient le plus souvent en haut et à gauche dans les résultats de Google, et donc concluaient qu'il fallait être positionné tout en haut dans Google pour obtenir plus de clics. Tu parles d'un enseignement. Mais il faut dire aussi que il y a 6-8 ans, il n'y avait surtout que 10 liens bleus. Donc oui, ça fonctionnait. Mais depuis, on le sait, et on le voit tous les jours, la SERP, la page de résultats de recherche de Google, a beaucoup évolué. Et puis depuis, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ceci étant, récemment, là, en toute fin d'année, il y a une étude plutôt intéressante qui est parue chez Nielsen. Suspense. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette étude ? Alors, cette étude Nielsen est plutôt bien faite pour le coup parce qu'elle prend en compte les dernières évolutions de Google, les features snippets, les vidéos, les blocs images par exemple. Et en fait, on se rend compte que ça affecte complètement la distribution de l'attention des utilisateurs par son regard sur la page des résultats, de telle sorte que le regard du participant, en fin de compte, suit un motif de flipper. Tu vois, ça part un peu dans tous les sens, tu rebondis sur chaque élément visuel. Parce que justement ils permettent de mieux capter le regard c'est une bonne image. que le simple texte. On apprend aussi durant l'étude Nielsen que lorsque les features snippets sont présentes dans les SERP, elles recevaient dans 74% des cas les regards. Mais alors ça c'est bien, c'est un enseignement, mais typiquement être vu ne veut pas dire forcément que tu vas être cliqué. Donc moi j'ai besoin d'en savoir plus en réalité. Quelques enseignements. Il y a encore un autre enseignement. Les utilisateurs passent en moyenne quasiment 6 secondes à analyser les résultats avant de faire leur première sélection, un premier clic. Parce que justement, chaque recherche, pratiquement, la physionomie change. Donc ça déroute un peu les internautes. Très bien. C'est déjà plus précis comme étude. On a enfin des enseignements là. On a des enseignements, tu as raison, et plutôt pertinents. Mais là aussi, tu vois, c'est une étude qui est faite aux US.
sur des milliers de mots-clés, mais probablement d'un autre secteur d'activité que le mien. Si je suis dans le vêtement, la lingerie ou les assurances, par exemple, ou la location de pelleteuse, très bien, mais est-ce que ça vaut aussi pour moi ? Et surtout si mon audience provient de 75% du mobile, voilà, tu vois, c'est pas forcément fiable pour moi. Donc moi, je pense que mener sa propre étude comportementale par le biais de l'eye tracking, du tracking des clics, filmer les individus aussi et leur poser des questions sur mes verticales métiers, ça constitue un moyen de comprendre comment on peut mieux capter l'intention des internautes. Du coup, tu peux nous résumer les objectifs de ce travail qui, selon toi, est important en 2020 ? Oui, on a dit beaucoup de choses, donc effectivement, résumons un petit peu les objectifs clés de ce travail de l'étude comportementale. Pour moi, il y en a 4. Ça sert à comprendre les comportements des utilisateurs face aux pages de résultats de Google. Deuxièmement, dégager les corrélations entre ces comportements et le parcours utilisateur sur les pages d'atterrissage proposées. Ensuite, ça permet d'activer, et c'est là que c'est intéressant, des actions opérationnelles immédiates qui vont servir mon trafic, mes conversions. Et puis, justement, le 4e point, c'est qu'il faut les monitorer derrière pour apprendre et puis pour valider les hypothèses qu'on a émises. Voilà. Ok, écoute, super. Merci David. À ton tour, Géraldine, toi, tu as décidé de nous parler en ce début d'année bien de l'évolution des besoins des internautes. Alors Géraldine, on constate que l'internaute est au cœur de la stratégie éditoriale de la marque en 2020. Dis-nous pourquoi. Effectivement, on peut dire qu'on est passé à l'ère conversationnelle et l'internaute dialogue maintenant avec le moteur de recherche et l'évolution finalement de l'algorithme et la physionomie des résultats de Google le démontre tous les jours. Les résultats qu'il propose sont de plus en plus précis, notamment grâce à BERT, cet algorithme qui sait mieux maintenant nuancer la réponse de l'internaute en analysant plus ou moins la relation entre les termes de sa question. Ensuite, les résultats sont de plus en plus variés et on le voit, et de plus en plus enrichis. Et enfin, les résultats évoluent aussi systématiquement selon le moment, le lieu ou l'historique de recherche. Finalement, on s'aperçoit que c'est comme si Google, à un moment précis, voulait servir sur un plateau d'argent la meilleure réponse possible, non pas à tous les internautes, mais à un internaute. Finalement, c'est quoi ? C'est une réponse ad hoc à sa requête. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret pour illustrer ça ? Complètement, selon la demande, on voit maintenant quasi systématiquement apparaître dans les résultats de recherche, donc dans la fameuse SERP, le Knowledge Graph, les résultats géolocalisés, des futurs snippets et des people also ask, ces fameuses réponses toutes faites et directes, des carousels vidéo, des images et bien d'autres, qui sont eux-mêmes nourris par les contenus qui sont publiés par la marque, qui peuvent être des articles de fond, des interviews, des guides, des dossiers, des infographies, des vidéos motion design, et même depuis peu, on voit de plus en plus des contenus audio à travers les fameux podcasts. Tout à fait. Donc si je comprends bien, on peut dire qu'en 2020, le contenu texte n'est plus la seule réponse de la marque ? Complètement. En fait, il faut toujours raconter des belles histoires, écrire de beaux textes en 2020, mais il faut surtout savoir les décliner sur d'autres supports, d'une part, et bien évidemment suivre l'internaute tout au long de son cycle décisionnel. On le voit tous les jours. J'imagine, toi, par exemple, Nicolas, quand tu cherches à acheter un appareil photo ou une télévision, tu ne vas pas tout de suite aller voir les prix et les caractéristiques, mais tu vas passer par plusieurs phases décisionnelles. Tu vas vouloir te rassurer, tu vas vouloir trouver des informations, voir éventuellement des tutos, trouver des avis. Et ensuite, tu vas enfin acheter ton appareil photo ou ta télé. Et les marques, en fait, doivent s'adapter à ce cheminement, en fait, la fameuse Customer Journey dont parlait d'ailleurs David, et se trouver finalement sur le chemin de l'internaute, quelle que soit l'étape de ce cheminement. Et bien sûr, ça ne se joue pas que sur Google, mais aussi sur d'autres supports de diffusion. Donc, Customer Journey, c'est plutôt 2 à 3 semaines en général. Okay. Alors justement, comment les besoins de l'internaute évoluent-ils et comment ils influencent la stratégie éditoriale ? C'est le b.a.-ba des rédactions et des rédacteurs en général. Il faut d'abord, bien sûr, évaluer les besoins de son lecteur, définir comment il formule ses requêtes depuis les moteurs de recherche, déterminer le format qui serait le plus adapté pour lui donner envie de lire son contenu et faire en sorte que sa réponse et la réponse de la marque soient claires, mais tant dans le fond que dans la forme. Il ne faut pas oublier qu'il y a une offre pléthorique de contenu posté sur la toile, tout format confondu, et les internautes deviennent exigeants. C'est tout à fait normal et leurs habitudes changent.
Finalement, ils cherchent quoi ? Ils cherchent une réponse qui soit autoritaire, c'est-à-dire qui fasse foi. À ce sujet-là, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur la métadescription qui joue un rôle primordial et qui est souvent délaissée, parce que c'est le premier point de contact entre la marque et l'internaute. Ils cherchent ensuite une réponse qui soit singulière, c'est-à-dire qui se démarque un petit peu des autres, et une réponse qui peut être didactique, notamment sur des sujets qui peuvent être plus ardus, opaques. Et les vidéos, les infographies, les podcasts, justement, répondent très bien à cette problématique. Pour les habitudes, ils utilisent non plus forcément les moteurs de recherche, notamment la nouvelle génération, qui finalement va trouver ses réponses dans YouTube et les réseaux sociaux. Et il faut donc impérativement penser à ces canaux de diffusion aussi et proposer des contenus finalement qui vont s'adapter à ces canaux, comme les visuels, notamment sur Instagram, pour citer ce réseau social par exemple. Alors, si on t'écoute, quels seraient les contenus à privilégier en 2020 ? En 2020, j'ai envie de dire, il n'y a pas un contenu phare. Tous les contenus sont des contenus, à partir du moment où ils sont des contenus à forte valeur ajoutée, on leur place sur la toile. J'ai plutôt l'habitude de dire qu'un format de contenu, c'est un objectif dans votre stratégie de contenu. Parce que c'est aussi simple que ça. Vous n'utiliserez pas le même format pour informer, pour rassurer une cible, pour vendre, etc. Et finalement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment en fonction de la réponse à apporter, on va adapter le format du contenu et la réponse. C'est finalement au chef de projet, au rédacteur en tout cas, de dispatcher les formats de contenu en fonction de la connaissance de la marque, de la cible à toucher, de la diffusion et bien sûr de l'objectif. Alors, est-ce que tu peux nous donner toi aussi des exemples ? Par exemple, on peut dire que les articles de fond illustrés et très renseignés, parce qu'on est bien sûr toujours dans des contenus à valeur ajoutée, demeurent un très bon vecteur pour informer. On peut dire également que les interviews, eux, ont plutôt tendance à favoriser une expertise ou alors rassurer en fonction du sujet. Tu parles d'interviews écrites, pas forcément vidéo J'allais dire l'interview écrite peut marquer l'expertise, l'interview audio, lui, j'allais dire, peut marquer plus la rassurance. C'est notamment le cas, par exemple, quand on est dans des secteurs qui sont, j'allais dire, qui nécessitent une vraie rassurance, par exemple, les recherches d'emploi, des secteurs un petit peu plus pointus, on va dire, où l'internaute, avant de prendre une décision, a plutôt confiance en une personne qu'elle voit de visu qu'à un simple texte. Il y a aussi, bien sûr, les contenus audio ou vidéo, comme les podcasts ou les vidéos, bien sûr, qui peuvent appuyer l'expertise et rassurer un lecteur. Et en plus, ils possèdent une forte viralité, c'est important pour les réseaux de diffusion. Et les infographies et autres visuels aussi sont très didactiques pour des sujets ardus et idem, ils se partagent aisément sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai, avec les contenus visuels, je crois qu'on mémorise mieux l'information qu'avec un contenu texte. Est-ce que ça se confirme ? Alors, il y a de nombreuses études qui ont été réalisées sur le sujet. Il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Une étude d'Albert Meharabian, qui est un psychologue, et qui a estimé, qui a démontré en tout cas que 67% des gens sont visuels, ce qui n'est pas rien, et que notre cerveau mettrait 1/10 de seconde à déchiffrer une illustration, alors qu'il met 60 secondes pour lire un texte de 250 mots. Il y a une autre étude aussi qui a été faite par Buffer. Un post sur Facebook accompagné d'une vidéo bénéficie d'un engagement supérieur de 76% à un simple post qui aurait juste un lien. En un mot, il ne faut pas se priver de produire des contenus audiovisuels, et ce, quels qu'ils soient en fait. Aucun doute, on est d'accord. Il faut varier. Moi le premier. Il faut varier les formats selon le sujet, la cible et l'objectif du contenu. C'est la règle. Très bien. Alors, si on devait retenir 3 éléments clés pour sa stratégie éditoriale en 2020, Géraldine, quels seraient-ils ? J'ai envie de dire que j'espère que vous les appliquez déjà, mais en tout cas, il faudra les appliquer encore plus en 2020. On identifie les besoins de la marque. En d'autres termes, on va contextualiser la stratégie éditoriale, le secteur d'activité, les objectifs de la stratégie, les supports de diffusion et ceux de la cible, bien évidemment. On définit des formats les plus adaptés en variant les plaisirs. C'est ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, oser tous les formats. Et bien sûr, bien évidemment, on diffuse et on partage et on fait vivre les contenus après leur publication. On ne les laisse pas pourrir au fond du site, on va dire. Ouais. Voilà, et on oublie le fameux bon vieux contenu dit SEO, je le répète. En 2020, on pense visibilité globale en ayant une approche qui est beaucoup plus marketing, ce qui veut dire qu'on recentre, l'individu au cœur de la stratégie éditoriale. Merci Géraldine. Merci à toi Nicolas. Maxime,
Oui, David. Oui, j'avais juste une remarque qui me venait à l'esprit quand j'écoutais Géraldine, c'est que ça vous aura peut-être pas échappé sur Twitter, il y a Le Monde qui va un peu dans le sens de ce que tu dis, hein, qui a déjà appliqué en 2019, parce qu'ils ont réduit de 14% le nombre total d'articles publiés, et même de 25% sur les 2 dernières années, 2018-2019. Et par contre, avec plus de journalistes. Ce qui est assez rare pour être souligné. C'est ça, exactement. Plus de temps pour enquêter. Résultat, l'audience web a fortement progressé, plus 11%. Ouais. Et même le print, plus 11%. Il y a un bel enseignement derrière ça. C'est-à-dire qu'on va privilégier le long read plutôt que de rentrer dans la course au volume. Je trouve que c'est un bel enseignement aussi. C'est plutôt la qualité que la quantité aussi, hein. C'est ça. Aussi. Et dans la série Le Monde, hein, pour voir aussi, il communique sur d'autres supports de diffusion. Il a mis en place des stories sur Snapchat qui sont assez efficaces et qui sont vraiment justement un autre moyen de communiquer, notamment pour cette nouvelle génération, en leur expliquant finalement les grands problèmes et les grandes idées de ce monde, mais en images. En résumé, pour aller plus vite, voilà. Évidemment. Maxime, avec toi, on va aborder la notion d'engagement d'utilisateur une fois sur le site. Alors, comment est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet opérationnellement ? Alors, Nicolas, ce qui est important de savoir dans un premier temps, c'est que pour comprendre l'engagement de l'utilisateur sur le site, il faut au préalable comprendre l'engagement depuis les moteurs de recherche. Et depuis que Google a mis en place son algorithme RankBrain, à travers l'intelligence artificielle et plus récemment BERT qui permet de comprendre des requêtes complexes, on a compris en fait que Google arrive à établir une relation entre l'engagement de l'utilisateur depuis ses pages de résultats et ensuite il arrive à comprendre comment l'utilisateur se comporte sur le site. Tout ça, en fait, ça se matérialise ni plus ni moins par des ressources humaines. Google s'appuie en fait sur des quality raters et met en place une documentation à leur destination justement pour pouvoir donner une notation aux différentes requêtes qui puissent être faites sur Google, voir aussi quelle est la qualité du contenu qui est rencontré à travers une visite, et ensuite, à partir d'un certain nombre de données, d'une masse de données, Google arrive justement à ajuster son algorithme pour que la machine travaille d'elle-même. Donc ça se traduit par les critères EAT qu'on a souvent entendus par ailleurs sur les derniers podcasts. C'est l'expertise, l'autorité et la confiance que peut véhiculer un contenu. On sert véritablement la marque puisque justement ces 3 critères sont aussi analysés de manière très verticalisée par secteur d'activité. Donc voilà, pour résumer, on établit un lien entre l'engagement depuis la recherche et une fois sur le site. Notre travail, c'est tout d'abord de comprendre comment fonctionne Google, comment il évolue, fait évoluer son algorithme à travers une veille poussée de ce qui se passe et par secteur d'activité. Les entreprises ont des objectifs qui sont clairs. Premièrement, c'est de convertir, pousser à l'achat, à la génération de contacts qualifiés. Deuxièmement, ça peut être sécuriser leur trafic organique sur du long terme, avec un appui sur la longue traîne, une visibilité via une multitude d'expressions clés sur différents types de contenus, comme le disait Géraldine. Ça consiste aussi à muscler un site web techniquement. Un socle technique solide permettra justement d'adresser l'information de manière fiable et de répondre justement à des intentions précises. Et enfin, de répondre à des clients de manière à valoriser notre travail à travers des tableaux de bord, de faire du reporting assez qualitatif, adressé non seulement à l'opérationnel mais aussi au décisionnel. Et c'est là qu'on a un grand enjeu justement de sensibilisation. Donc finalement, le travail entre l'agence SEO et l'entreprise, c'est d'apporter d'une part côté SEO la technique et l'entreprise justement apporte son expertise métier, et je pense que ce couple peut être la stratégie gagnante. Est-ce que tu peux justement dans la pratique nous donner des exemples, des conseils, pardon ? Alors par exemple, pour identifier des intentions d'utilisateurs, on peut s'appuyer sur ce qu'on appelle les micro-moments qui sont préconisés par Google. L'idée, c'est de pas avoir des micro-moments alors qui sont de base je veux faire, je veux savoir, je veux aller ou je veux acheter. L'idée, c'est plutôt d'aller par métier ou par secteur d'activité et de les personnaliser justement à sa guise. On part d'une étude de mots-clés, d'un benchmark, on parle de persona aussi. Et justement, après segmentation des différents types de pages sur le site,
on peut définir des micro-moments qui seront adéquats justement pour faire matcher les intentions des internautes, des utilisateurs, des cibles, qu'elles soient particuliers ou entreprises par exemple, pour qu'ensuite on puisse optimiser les contenus en conséquence, que ce soit dans le format, dans le ton, dans le média ou dans le calibrage du contenu. Les micro-moments permettent également de définir la valeur contributive d'une page. Je vais m'expliquer. La distance en fait, d'une page par rapport à la conversion n'est pas la même selon qu'on soit sur une page qui soit informationnelle ou une page transactionnelle. L'enjeu est par conséquent en fait, de valoriser les actions SEO et les contenus éditoriaux publiés afin de s'appuyer sur la longue traîne, donc comme je le disais, et qui permet de sécuriser le trafic. On va travailler la segmentation par URL par exemple. La structure du site va être décisive et je pense que ça peut être une bonne astuce de penser directement intention de recherche avec justement le type de contenu qu'on va adresser dès la conception d'un site web, dès sa refonte. Donc on travaille les URL mais aussi on peut travailler avec des data layers selon les outils dont on dispose. Et le Graal est aussi de pouvoir monitorer sa visibilité organique de manière croisée entre des micro-moments, des types de pages et en s'appuyant aussi sur des modèles d'attribution qui sont aujourd'hui très sous-estimés. Je donne un exemple aujourd'hui par exemple sur un outil qu'on utilise qui est Google Analytics que tout le monde connaît. Le modèle d'attribution est plutôt destiné au dernier clic. Le SEO est très mal positionné justement dans le dernier clic puisqu'on est là pour faire l'accroche dès les moteurs de recherche à travers des requêtes qui sont hors marque. On n'utilise pas assez justement le croisement justement des différents canaux pour valoriser justement le SEO. Donc, je pense à un outil, par exemple Massberry, qui permet justement de définir quel est le canal qui est buteur ou passeur pour convertir finalement. Dans une logique de parcours vers la conversion, il est aussi pertinent de traquer des micro-conversions, par exemple, à travers un CTA vers un call to action, je m'explique, vers un produit depuis un contenu éditorial ou alors le téléchargement d'un document. On peut aussi aller chercher le scroll dans une page pour voir si le contenu a été lu jusqu'au bout. Donc là, c'est des micro-conversions qui permettent justement de fragmenter vraiment le parcours de l'utilisateur et d'évaluer vraiment la qualité de la visite. Donc on peut mesurer de manière assez précise ce comportement, d'analyser son engagement, de limiter le rebond et bien entendu de répondre à son intention initiale dès sa recherche sur Google. Et enfin, on ajuste dans l'opérationnel, on pousse title, métadescription ou alors dans le corps de page, on fait remonter des call to action par exemple au-dessus de la ligne de flottaison, etc. Beaucoup d'exemples. Ok Maxime, super, écoute, merci. Avant de conclure, est-ce que vous souhaitiez réagir ou apporter un autre point pour 2020 ? Oui, je trouve que Maxime a appuyé sur un point hyper important, c'est-à-dire qu'en 2020, on a encore beaucoup d'entreprises, alors ça évolue, mais beaucoup d'entreprises qui utilisent effectivement le last click pour attribuer à un canal finalement la conversion et calculer la rentabilité de leurs investissements par levier, alors que effectivement c'est une vue un peu trop binaire et puis surtout fausse parce que on le disait, le SEO est souvent plutôt passeur que buteur et quoi qu'il en soit, il répond, comme on le disait tout à l'heure, à différentes étapes de la fameuse Customer Journey. Donc il faut des modèles d'attribution multitouches qui soient un petit peu plus réalistes. Si on devait dessiner sur un tableau toutes les étapes depuis la prise d'information, comme disait Géraldine, jusqu'à la conversion, en passant par la rassurance, tu disais pour plaisanter, il y a 2-3 semaines qui peuvent se placer jusqu'à ce que j'achète mon appareil photo, c'est exactement ça. Donc on ne peut pas demander à un canal d'être simplement sur le dernier clic, voilà, c'est toi qui es responsable de la vente. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il est vraiment temps que les marques, mais qu'elles en aient aussi les moyens, parce que la RGPD fait un peu la misère aux cookies, donc c'est plus difficile de le traquer, mais qu'elles trouvent le moyen de mieux attribuer justement on va dire justement la rentabilité à l'ensemble des canaux. Voilà. Autre chose ? Ça nous amène à un dernier point, si on en a encore le temps justement. Allons-y. C'est que dans le contexte où l'attention de l'utilisateur est de plus en plus fragmentée, où l'utilisateur est aussi sursollicité, comme on l'entendait avec Géraldine,
En fait, pour moi, la marque doit se focaliser sur ses attentes à chaque étape du cycle décisionnel, pour être un peu plus clair, avant qu'il passe un acte. Donc, tu sais, ces fameuses 4 phases dont on parlait à l'instant, la découverte, l'exploration, l'achat, utilisation du produit, puis le Graal, l'engagement avec la marque. Mais surtout réfléchir à comment les différents leviers de visibilité que la marque a à disposition dans son arsenal marketing peuvent jouer ensemble pour atteindre un objectif commun et non plus des objectifs isolés. L'enjeu est donc de savoir synchroniser, planifier les actions entre elles autour de l'utilisateur. Et ça, justement, c'est compliqué à faire ? Pas nécessairement, mais il faut savoir finalement mettre ces différents prestataires autour de la même table. Et on commence à y arriver en 2019-2020, puisqu'on le vit aussi dans notre quotidien. Les clients avec lesquels on l'a vécu, ça a plutôt donné des bonnes choses. Ça veut dire, pour être concret, du trafic incrémental dans certains cas, et puis surtout plus de ventes. Puis surtout, au final, une meilleure rentabilité des actions. Donc, ce qu'on demande et ce qu'on propose aux entreprises, c'est de lever un peu les cloisons entre tout ça et plus affecter, comme disait Maxime, last click à un levier, mais à penser globalement. Après l'analogie sur le sport, on passe aux cloisons. Et... écoutez, merci à tous les trois pour votre expertise. C'est la fin de ce 5e numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur le site wam-référencement.fr et sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter @wamref. Vous pouvez aussi bien entendu partager le Wamcast sur vos réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle mouture. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.